Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission dont voici le programme. On va démarrer comme d'habitude par notre focus et notre influenceur du jour sur YouTube. Il entraîne ses spectateurs dans des expéditions absolument fascinantes. Vous allez le voir, que ce soit en pleine jungle, sur les sommets les plus inaccessibles ou sous terre. Il s'appelle Nico Mathieu et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. Elle s'appelle Alexandra De Villers et c'est un bonheur toujours de la recevoir. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Votre idée derrière la tech, de quoi vous allez nous parler là? Des résultats Parcoursup. Ah, mais c'est bientôt. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Magnifique. On en parle dans un instant. Et puis, c'est notre question du jour. Fiches surligneurs, flashcards, vidéos sur YouTube, les techniques de révision ne manquent pas, mais encore faut-il savoir lesquelles fonctionnent vraiment. Et puis, on va se poser des questions aussi. Pourquoi certains élèves retiennent tout en 1 heure quand d'autres ont un peu plus de mal? Dans cette émission, on décrypte les méthodes qui marchent et celles qu'on devrait peut-être plutôt oublier avec notre invité aujourd'hui, Étienne Porche. Bonjour Étienne. Bonjour Philippine. Bienvenue sur le plateau. On est toujours ravis de vous recevoir. Vous êtes le cofondateur des Sherpas. C'est marqué en gros sur votre sweatshirt. On en parle dans un instant, juste après le focus. Dans la jungle, en montagne ou même sous terre, vous allez le voir, Nico Mathieu ne recule absolument devant rien. Explorateur et vidéaste français, il partage son quotidien sur sa chaîne YouTube, quotidien d'aventurier, où il nous donne une immersion inédite dans les endroits les plus extrêmes du globe, que nous fait découvrir aujourd'hui Dylan Kohler. Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve actuellement à Saül, une commune en plein cœur de la Guyane, en Amazonie. Aujourd'hui, cette expédition va être vraiment sous le signe de l'aléatoire. Il va se passer énormément de choses. Allez, c'est parti, la vidéo peut commencer. Lui, c'est Nico Mathieu, véritable aventurier des temps modernes. Ancien professionnel du marketing, mais également grand amateur de parcours, il troque en 2019 son costume pour un sac à dos. Un virage à 180 degrés qui a su conquérir plus de 528 000 abonnés qui suivent de près chaque nouvelle aventure. À seulement 29 ans, sa chaîne YouTube est devenue un véritable carnet de voyage digital. Des Alpes françaises au désert d'Amérique du Sud, Nico nous emmène dans des expéditions toujours plus impressionnantes. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à transformer chaque défi, chaque voyage, en véritable leçon de vie. Ça fait 1 mois que j'ai embarqué en packraft au pont de Guessabo. Chaque journée a été un spectacle de situations improbables et uniques avec les habitants de la forêt. Cette curiosité mutuelle qui me donne l'impression de faire partie de l'écosystème. La forêt de Taï sera à tout jamais, pour moi, une capsule temporelle des anciennes forêts d'Afrique de l'Ouest. Sa communauté, forte de plus d'1 demi-million d'abonnés, ne s'y trompe pas. Ils ne sont pas de simples spectateurs, mais de véritables compagnons de voyage virtuels. Le jeune homme les encourage à partager leurs propres expériences, créant ainsi un véritable réseau d'aventuriers en herbe. Alors, que nous réserve-t-il pour la suite? Entre expéditions toujours plus audacieuses, nouvelles techniques de survie insolites et paysages à couper le souffle, dans un monde où les expéditions semblent réservées à une élite, Nico Mathieu prouve que chacun peut devenir explorateur, ne serait-ce que le temps d'une vidéo. Une invitation en voyage qui ne manquera pas de séduire encore de nombreux internautes en quête d'évasion. Ciao tout le monde. Allez, autre chose maintenant, on va parler de révision, parce que réviser, c'est pas seulement apprendre, bien sûr, c'est important, mais c'est aussi organiser, planifier, mémoriser et parfois lutter contre la procrastination. On est peut-être nombreux sur ce plateau, je ne regarde personne à l'avoir fait. Alors, quels sont les secrets, justement, de ceux qui réussissent sans s'épuiser? On passe au scanner tout de suite, les meilleures techniques, justement, pour réviser au mieux et pas forcément plus. On voit ça avec notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Réviser mieux et pas forcément plus, justement, mais c'est un sacré sujet et on va le voir avec vous, Étienne Porche. Je rappelle que vous êtes le cofondateur des Sherpas, les Sherpas qu'on ne présente plus, mais on va le faire quand même. Vous êtes l'un des acteurs majeurs du soutien scolaire aujourd'hui en France et vous avez eu, est-ce qu'on appelle ça un déclic, est-ce qu'on appelle ça une prise de conscience, en tout cas par rapport à une idée de partager votre méthodologie, un succès depuis quoi, 10 ans maintenant? Ouais, ça fait 10 ans qu'on travaille sur les méthodes qui sont contenues dans ce livre et globalement, je dirais que
que ça fait vraiment maintenant depuis 2019 qu'on partage nos conseils, nos méthodes sur notre blog, sur notre chaîne YouTube. On y allait au fur et à mesure. Et aujourd'hui, voilà, ça se concrétise dans ce livre qui est vraiment, je pense, la synthèse de toutes ces expériences et de toutes ces rencontres, discussions qu'on a pu avoir sur le sujet de la méthodologie pour les étudiants. De 0 à 20 sur 20, justement, 120 méthodes, hein, c'est ça, et techniques pour réussir, pour apprendre justement à apprendre aussi, parce que ça aussi, c'est un sacré sujet dans l'éducation et pour les jeunes. Exactement. Je pense qu'en fait, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est que à l'école, personne n'apprend à apprendre. Moi, en fait, j'ai commencé à m'en rendre compte quand, entre 2 années du lycée, j'ai des profs qui pour la même épreuve, m'ont donné des méthodes qui n'avaient rien à voir et qui étaient diamétralement opposées. Donc, en fait, j'ai commencé en tant qu'étudiant à me demander comment travailler intelligemment. Et ça a été quelque chose qui m'a accompagné jusqu'à aujourd'hui. D'abord, en étant étudiant sur les bancs de l'école, puis ensuite en passant du côté enseignement, parce qu'après, j'ai eu la chance de faire de bonnes études, donc j'ai voulu partager mes connaissances, partager ce que j'avais compris. Et puis, au fur et à mesure, on a créé les Sherpas en 2017 avec William. Lui aussi, il avait ce background. Lui aussi s'était posé ces questions. On s'est dit, non, mais en fait, il faut vraiment partager ses connaissances et faire en sorte que les élèves arrêtent de réinventer la roue. Parce que oui, pour faire une bonne dissertation, il y a une méthode. Pour faire des épreuves de maths, il y a une méthode. Et si personne ne le donne, en fait, c'est dommage parce que c'est de l'énergie perdue alors qu'on pourrait leur permettre de se concentrer sur autre chose, à savoir prendre du plaisir dans leurs études. Et alors, prendre du plaisir, effectivement, c'est important. C'est même sans doute la clé pour réussir. C'est super important. On comprend, et on le lit d'ailleurs dans votre livre, et c'est très juste, qu'il y a des méthodes par épreuve, quelque part. Un essai philosophique, un oral, etc. Malgré tout, est-ce que vous et votre philosophie chez les Sherpas, c'est plutôt de dire, en fait, il y a une méthode, il y a autant de méthodes en tout cas qu'il y a d'élèves aujourd'hui? C'est une très bonne question. En fait, c'est pour ça qu'il y a 120 techniques, parce que le but, c'est qu'il y a évidemment aussi une dimension à la carte. Il y a quelques méthodes qu'on met comme incontournables qu'il faut vraiment utiliser, parce que c'est un peu la colonne vertébrale de toute bonne méthodologie. Mais ensuite, on explique en fait qu'il y a différents degrés de lecture et qu'il faut effectivement adapter, personnaliser. Je dirais que nous, il y a vraiment... La méthode, elle se décline en plusieurs étapes. La première chose, c'est de prendre du recul sur qui on est, fixer des objectifs qui nous ressemblent, parce qu'en fait, il y a autant de sommets qu'il y a de personnes. Et donc, c'est super important en fait de se poser ce genre de questions le plus tôt possible. D'autant plus qu'en France, on va parler de Parcoursup. L'orientation, ça commence tôt dans les parcours. Il faut donc essayer d'avoir une réflexion qui est construite pour justement, à la fin, arriver à un projet qui nous ressemble. Donc ça, c'est vraiment les premières questions sur lesquelles on essaye de les faire réfléchir. Alors volontairement, c'est pas très long, c'est quelques pages, mais c'est pour un peu poser les bases. Et puis après, on peut passer sur un équilibre un peu plus général, un système de travail qui ressemble à la personne, qui lui permet d'aller en direction de ses propres objectifs. Et puis après, bien sûr, on enchaîne sur les méthodes classiques, comment être efficace en cours, comment être efficace dans chaque matière, comment travailler intelligemment en optimisant son temps, son énergie, parce que le but justement, effectivement, c'est pas de travailler plus, c'est de travailler mieux, et c'est très important. Et puis oui, face à la copie, en épreuve, il y a aussi des techniques qui font la différence. Tout ça, c'est dans le livre. Voilà, vous êtes obligé de l'acheter, évidemment. Étienne est très, très fort en commercialisation et en communication. Ce qui est intéressant, et vous avez commencé à en parler, c'est que votre livre, il insiste, au début en tout cas, sur l'introspection comme élément clé de la réussite. Alors, vous parlez du why, le fameux pourquoi de Simon Sinek, le MBTI. Le MBTI, l'ikigai. Tout à fait, exactement. Et ça, vous en êtes convaincu, en tout cas, et puis je demanderai aussi l'avis de notre chroniqueuse Alexandra dans un instant. C'est essentiel de se connaître pour justement bien travailler, bien réussir. En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que les élèves, les étudiants qui vont prendre possession de ce livre passent d'une motivation extrinsèque, à savoir « papa, maman vont m'engueuler si j'ai pas des bonnes notes », à en fait, je travaille pour moi, mes études, en fait, c'est mon avenir. Et globalement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi je le fais? Et justement, ce questionnement, en fait, il est à la racine du fait que l'élève devienne autonome, se mettent à travailler pour lui et donc en fait change de rapport avec les études et passe de ce rapport un peu français aussi qu'on peut avoir là, oui les études c'est embêtant, j'ai pas envie, à en fait je peux y trouver de l'intérêt parce que justement j'ai un objectif plus grand derrière qui est ce que j'ai envie de faire. Et donc l'objectif évidemment c'est d'y aller pas à pas, c'est aussi d'enclencher une réflexion. Comme je disais juste avant, c'est pas instantané, évidemment qu'on ne demande pas aux élèves voilà tu vas trouver le métier que tu veux faire demain. Non, c'est pas du tout ça, on est beaucoup plus sur une réflexion posée, apprendre à se connaître et les aider en fait pierre après pierre à construire leur parcours et à avoir une réflexion qui va être structurante et qui va leur permettre justement de faire des études qui leur correspondent et ensuite espérons-le de faire un parcours qui leur ressemble. La clé d'être des adultes
épanouis. C'est tout ce qu'on leur souhaite, effectivement. Exactement. Malgré tout, c'est pas toujours facile, effectivement, Alexandra, d'apprendre à se connaître. Non, mais je rejoins ce que vous venez de dire, je suis complètement d'accord. Je dis toujours aux jeunes avec lesquels je travaille, il faut que tu saches pourquoi tu travailles. C'est très dur d'aller travailler le soir à 19h quand on est fatigué, qu'on a une journée de cours. Si on ne sait pas pourquoi, on va aller plutôt faire autre chose. Si on sait pourquoi, on a un petit peu plus de motivation. Donc oui, l'introspection, la réflexion, elle est essentielle. Exactement. Fixer des objectifs aussi, ça aussi c'est important, essentiel même. Pour autant, c'est aussi difficile pour un étudiant de C'est pas facile et on essaye justement aussi de déculpabiliser par rapport à ça, de leur dire en fait tu vas forcément te prendre des claques dans la figure, c'est inévitable dans ton parcours, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas viser haut et assumer d'avoir de l'ambition, d'avoir de l'envie. Franchement, on essaye en fait de les mettre dans cette démarche positive de dépassement de soi et globalement, en tout cas, c'est tous les retours qu'on a sur le livre. Les gens aiment vraiment beaucoup cet esprit positif. On n'a pas voulu faire un truc qui soit culpabilisant, un truc qui soit là, si tu fais pas ça, tu vas pas réussir. Il y a autant de réussite qu'il y a de personnes. En revanche, c'est important d'être proactif par rapport à cette réussite et de se donner les moyens. Et on essaye de leur dire, c'est à toi de faire les efforts. Tu as une partie des solutions qui sont là, parce qu'en fait, on te donne les clés, on te fait gagner du temps, mais ensuite, il faut évidemment que tu t'y mettes. Là aussi, je vois Alexandra qui dit oui. Oui, il faut aller chercher ce qui nous ressemble en fait. Il n'y a pas une méthode valable pour tout le monde. Non. Ça aussi, je suis d'accord. Il faut se dire, voilà la méthode, maintenant prends ce qui te parle. Personnalise, adapte. Exactement. Parce évidemment, tu as tes spécificités. Faire un planning de temps en temps, c'est quand même utile. Il y a deux, trois techniques de prise de notes, par exemple, la méthode Cornell. Il y a quelques incontournables, j'en parlais juste avant. Mais effectivement, après, apprendre à se connaître, rentrer dans cette introspection. Et puis surtout, quand on a ce bagage d'introspection, après, c'est quelque chose qui perdure dans la vie et qui permet en fait de grandir personnellement, humainement, tout au long de son existence. Et c'est quelque chose, je pense, qui est très utile. C'est un vrai atout après à avoir pour la suite. Il y a un autre sacré sujet aussi que vous abordez dans ce livre et que j'apprécie beaucoup pour ma part, qui est d'ailleurs souvent débattu dans cette émission, c'est celui de la place qu'on accorde à l'erreur aujourd'hui en France, et notamment dans le système scolaire. Place centrale dans ce livre aussi. Oui, bien sûr qu'on peut faire des erreurs et d'ailleurs elles sont nécessaires pour justement apprendre à se connaître. C'est une conviction extrêmement forte qu'on a bien sûr dans le livre, mais plus largement chez les Sherpas. En fait, ce rapport à l'erreur en France, il est un peu parfois stigmatisant, malheureusement. Je trouve on évolue en France sur le sujet et je trouve quand même qu'on avance globalement. Mais oui, l'erreur est nécessaire pour progresser. Et en fait, ce qui pose problème, à la rigueur, c'est de ne pas retenir quelque chose de ces erreurs, c'est de faire plusieurs fois la même erreur. Mais en soi, l'erreur est naturelle, elle est humaine, et justement, en fait, enlever de la pression, se dire, j'ai fait une erreur, c'est horrible, etc., je suis nul, c'est pas la bonne approche. Il faut plutôt se dire, j'ai fait une erreur, super, qu'est-ce que j'en apprends, et maintenant, comment je fais pour avancer, passer à la suite. Et on essaie vraiment aussi d'aller dans cette direction dans les conseils qu'on donne. Avancer, passer à la suite, les conseils aussi qu'il donne dans ce livre, ils sont encore nombreux, et donc on va continuer à en parler dans un instant. Étienne, d'abord, on fait un petit tour du côté de la planète Tech. Le meilleur d'Internet en images et vidéos, ça s'appelle le Zap, bien sûr, et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
Voilà, fin du Zap, de retour bien sûr sur le plateau de l'École du Futur en compagnie de notre invité Étienne Porche qui va continuer à donner tous les conseils justement pour réussir en cette période justement de préparation du bac et bientôt les résultats de Parcoursup et justement, transition toute trouvée, on va en parler avec vous. Alexandra, elle a une idée derrière la tech. Bon, ça y est, c'est pour aujourd'hui. Oui, Philippine, les résultats de Parcoursup vont sortir aujourd'hui, lundi 2 juin, probablement en fin d'après-midi, début de soirée. D'accord. C'est un moment extrêmement attendu par les lycéens, mais en même temps extrêmement stressant, évidemment. Alors, quelles sont les réponses justement que peuvent recevoir les candidats ? Alors, ce soir, les candidats peuvent recevoir 4 types de réponses. La meilleure, oui, vous êtes pris, génial. La moins bonne, non, vous n'êtes pas pris et c'est sans appel. Beaucoup de candidats vont être sur liste d'attente. Voilà, donc il va falloir attendre un petit peu. Et puis, les universités ont la possibilité de proposer un oui-si. Le oui-si, ça veut dire que, OK, ils vous prennent, mais sous condition. Il va falloir peut-être avoir accès à un petit module de rattrapage, de remise à niveau avant de rentrer en licence. Dans le meilleur des cas, si un candidat reçoit 5 oui, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il peut les garder tous ? Alors déjà, il a le droit d'être super content, de faire un peu la fête, mais non, il ne peut pas tous les garder, évidemment. Non. Il va falloir en choisir un parmi les 5. C'est obligatoire. D'accord. Et le délai est très court. Il faut savoir que les candidats vont avoir leurs résultats aujourd'hui, le 2 juin, et ils ont jusqu'au 5 juin, 23h59, pour garder un seul oui parmi tous ceux qu'ils ont reçus. Et ça, il faut y réfléchir à l'avance. Mais oui. Est-ce qu'on a besoin de hiérarchiser les vœux ? Alors, jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas besoin de hiérarchiser les vœux. Les candidats ont fait leurs vœux sur Parcoursup et ils attendaient les résultats. Mais il faut savoir que à partir du 6 juin et jusqu'au 10, tous les candidats qui vont avoir des vœux en attente vont devoir les hiérarchiser. C'est la grande nouveauté de 2025. Okay. La hiérarchie est donc très importante parce que si le candidat a une réponse positive à son 2e vœu en attente, eh bien, tous ceux classés en dessous vont disparaître. Donc, il ne faut pas le faire comme ça. Il faut bien se dire, voilà mon choix dans cet ordre-là. Mais attention, ils peuvent garder donc un oui, hiérarchiser les vœux en attente et voir ce qui se passe derrière. Quand on est justement sur liste d'attente, comment on peut savoir si on a une chance de rentrer dans une formation ou pas ? Alors ça, c'est très important, effectivement, Philippine, et c'est pas toujours facile pour les candidats. Il faut bien regarder comment ça marche sur Parcoursup. Il faut comparer le rang du classement, son propre rang. Donc, sur l'image qu'on va voir, eh bien, c'est la colonne de gauche, et comparer cette colonne de ce chiffre avec le rang du dernier admis l'année dernière. Et ça permet de voir si on a une chance. Je donne un exemple concret. Et c'est le cas dans cette image, si le jeune est classé 443e et qu'on regarde le rang du dernier admis l'année dernière et on voit qu'il était classé 195e, bah là, très clairement, il y a peu de chances que le jeune puisse rentrer. Alors après, ça bouge d'une année sur l'autre. Il ne faut pas se dire, bon, bah voilà, c'est 195. L'année dernière, c'était 195. Si je suis 187, ça passe pas. Ça peut un petit peu bouger, mais là, 443 pour 195, non, il y a très, très peu de chances que ça marche. Alors, est-ce que ce processus de réponse fait que les choses vont vite bouger pour les candidats ? Oui, exactement. À moins d'avoir 19 de moyenne générale, et là, on va avoir que des oui, la majorité des candidats va être sur liste d'attente. Donc si on est sur liste d'attente, pas de panique, c'est normal, tout le monde est sur liste d'attente. Okay. Il faut savoir que le jeu des réponses très rapides qu'il faut faire parmi tous les oui, va permettre que les places bougent. Et très vite, les candidats vont avoir de nouvelles possibilités. On sait, grosso modo, que sur les 3 premières semaines, ça bouge énormément. Qu'est-ce qui se passe si, catastrophe, on oublie de répondre dans les délais ? Bon, normalement, on ne doit pas oublier de répondre dans les délais, c'est pas possible. Si on a bien fait les choses, on a mis son adresse mail sur Parcoursup, peut-être même celle des parents, et puis un numéro de téléphone, on ne doit pas. Mais quand même, conseil que je donne, c'est tous les matins d'aller regarder. Un petit rituel du mois de juin, le matin je me réveille, je me connecte sur Parcoursup, parce que c'est la nuit que la machine tourne, que l'algorithme agit. Donc, tous les matins, on a de nouvelles réponses si les choses ont bougé. Si jamais, quand même, malgré ça, on loupe, eh bien, on est très réactif. Dès qu'on s'en rend compte, on écrit à la plateforme. Eux aussi sont très réactifs. Si les places n'ont pas été prises, ils peuvent vous les remettre. C'est du vécu. J'ai déjà vu une petite jeune, un dimanche, m'appeler en pleurant. Elle a eu sa place. Bon,
Quand s'arrête la procédure Parcoursup, Alexandra? Alors officiellement, la procédure principale, celle dont on parle aujourd'hui, c'est le 10 juillet. Donc à partir du 10 juillet, tout est à peu près figé. Mais il faut savoir que si dans nos vœux en attente, on a la formation de nos rêves, on peut la laisser. Et donc Parcoursup va garder un petit peu, si vous voulez, en attente, va l'archiver. Et on peut continuer à avoir des réponses jusqu'à début septembre. D'accord. Et donc, je dis toujours, en septembre, les choses vont bouger. Il y en a qui vont pas rentrer, il y en a qui vont changer d'avis. Donc, gardons ce petit vœu, ça peut tomber. Encore une fois, c'est du vécu. Le 2 septembre, hop, la place est pour vous. Surprise. Génial. Surprise. Un dernier conseil, Alexandra, aux candidats qui attendent justement les résultats. Et oui, il faut vraiment bien réfléchir à cette hiérarchisation qui est très importante et beaucoup de candidats n'y ont pas encore trop pensé. Donc là, vous avez quelques heures encore et vous avez jusqu'au 10 juin pour penser à cette hiérarchie. Et puis, dernier conseil, évidemment, travailler les épreuves de bac, les épreuves de spécialité, l'épreuve de grand oral qui arrive. Ça serait dommage d'avoir une belle proposition sur Parcoursup et de louper son bac. Je suis bien d'accord. Vous partagez cet avis, oui. Étienne. Ce serait dommage de se planter sur la dernière ligne droite. Et puis, il ne faut pas négliger le parcours académique. oui. C'est pour ça qu'on a des très bonnes méthodes de révision. Exactement. Ah, il est fort, il est Belle fort. transition. Merci beaucoup en tout cas, Alexandra. Avec plaisir. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Mais oui, il est très fort. Étienne Porche, cofondateur des Sherpas, bien sûr, pour nous présenter son livre aujourd'hui de 0 à 20 sur 20. Bah oui, parce que si on a 20 sur 20, a priori, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de votre livre, c'est sûr. Et Alexandra, vous nous le disiez, bientôt les épreuves du bac, bientôt aussi le grand oral. Et dans le cadre du grand oral aussi, c'est important, il faut se cultiver aussi pour sa culture générale. C'est un sujet que vous abordez dans votre livre. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour cultiver? Peut-être que vous l'avez vécu, vous, en tant qu'élève aussi. Le grand oral, non, je ne l'ai pas eu. Alors non, pas le grand oral. Pourtant, vous êtes jeune, mais vous êtes trop vieux pour le grand oral, Étienne. C'était sur le fil. Ouais, exactement. Comme moi. Non, mais en revanche, effectivement, que ce soit pour les concours d'admission post-bac comme Sciences Po, par exemple, comme d'autres écoles, et vous nous en parliez récemment encore, Alexandra, sur ce plateau, la culture générale maintenant, la curiosité, c'est important. Vous aussi, vous l'avez fait peut-être dans le cadre de vos études supérieures, Étienne. Comment on fait pour, en tant que jeune, là, et on se dit, bon, dans 2-3 semaines, ça y est, mes épreuves vont arriver, il faut peut-être que j'en profite pour me cultiver un tout petit peu. Je pense que, alors, une culture, c'est un travail de long terme. Désolé, je ne vais pas pouvoir dire qu'il y a des raccourcis, des recettes magiques. Non, mais il y a quand même des techniques, je pense, quand on parle d'épreuves spécifiques, par exemple de la philo, qui va concerner beaucoup de candidats. Là, en fait, il y a quand même moyen de faire des révisions qui vont être ciblées. Il y a des très bons livres qui permettent de synthétiser, justement, l'essentiel à savoir pour le cours. Et ensuite, moi, je conseille de travailler notion par notion, d'étaler les révisions au maximum. Là, je veux dire, on est encore le 2 juin, on a encore le temps d'avancer. Donc justement, c'est important, je pense, de se donner un maximum de temps, surtout si pendant l'année, on n'a pas été hyper efficace sur un sujet spécifique. Voilà, parce qu'en fait, ça permet de se donner plus de temps pour assimiler, prendre un petit peu de recul. Et justement, le jour des épreuves, on a moins le nez dans le guidon et on s'évite à hors sujet aussi. Vous partagez cet avis, il vaut mieux réviser un petit peu tous les jours plutôt que d'avoir des vraies grosses plages. Moi, je dis toujours, on fait un planning de travail, on travaille toutes les matières tous les jours. Et c'est comme ça qu'on réussit. Mais c'est exactement ça. C'est tout à fait l'idée. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que les élèves font quand ils révisent, Étienne? En fait, je pense que l'erreur la plus fréquente, c'est que les élèves révisent sans structure, sans journée de révision classique. Et en fait, c'est important de se faire une journée de révision. Alors évidemment, à adapter en fonction des épreuves qu'on passe, à adapter aussi en fonction de l'âge, parce que la durée d'une journée de révision typique va dépendre de la filière, va dépendre en fait de la capacité de concentration de l'élève. Pour le bac, en général, on conseille quand même 6 heures, c'est pas mal. Normalement, ils y arrivent, 6 heures de révision dans une journée. On peut faire plus, on peut faire moins en fonction du degré d'urgence, en fonction de où on se situe. Mais ça permet de faire une bonne matinée et puis après de faire un petit bout d'après-midi. Si on est un peu plus courageux, on peut même continuer un peu après. Voilà. L'idée, après, ça va être d'essayer de diviser en fait cette grande journée type qui va être tout le temps la même tous les jours, en fait, en créneaux pour les différentes matières principales à réviser, en fonction des matières, en fonction des coefficients, évidemment, et aussi en fonction de ses forces et de ses faiblesses. On essaye de faire ça. Pour des révisions, c'est minimum 2 heures par créneau, parce que sinon, on n'en fait pas assez, sauf pour les langues, évidemment, parce que 1 heure en langue, ça permet de faire un petit exercice type, ça va. Voilà. Et à partir de là, ensuite, en fait, l'erreur, c'est de se dire, je vais me faire un programme qui va être tout prévu à l'avance, et puis je vais le tenir. Ça ne fonctionne pas comme ça, et ça, c'est l'erreur que font les étudiants. Nous, en fait, on a appelé ça, ce qu'on propose, c'est plutôt des révisions qui sont adaptatives, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez cette journée type de révision, vous avez cet équilibre qui est prévu.
super. Et ensuite, vous allez tous les soirs regarder où vous en êtes par rapport à ce que vous devez réviser et piloter de cette manière. Comme ça, en fait, on se retrouve pas avec un énorme agenda de plein de trucs à réviser et on se rend compte qu'on n'avance pas aussi vite que prévu parce que, spoiler, c'est toujours comme ça que ça se passe. Ouais. Et donc après, on est démotivé, on se sent nul et on se dit « Waouh, je vais jamais y arriver, mes épreuves, ça va être terrible. » Non, en fait, on y va étape par étape. Et puis, on va se rendre compte aussi en révisant que « Ah, bah en fait, ça, je maîtrise déjà. Ah, ouais, ça, je suis pas hyper solide. » Et donc, on peut justement corriger le cap et c'est ce qui fait que les révisions, elles sont utiles et motivantes et surtout qu'elles permettent de prendre de la confiance. C'est aussi ça le rôle des révisions. Parce qu'en réalité, les révisions, c'est des révisions. On n'est pas là pour faire de l'acquisition de nouvelles connaissances, mais pour en fait rafraîchir tout ça. Ouais. Et la notion de confiance qui est créée par les révisions, elle est essentielle pour permettre aux étudiants de donner leur meilleure performance le jour J. Travailler en musique, réviser en musique, est-ce que ça aussi c'est productif? On imagine, nombreux sont les parents peut-être qui nous regardent, qui nous écoutent aujourd'hui et qui peut-être bataillent avec leurs enfants en disant mais non, mais tu peux pas réviser avec un casque sur les oreilles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors pour le coup, il y a des études très sérieuses qui ont montré que la musique peut permettre de rentrer dans ce qu'on appelle le flow, l'hyperconcentration. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose de travailler en musique. Le problème, c'est le style de musique adopté. C'est-à-dire que si vous écoutez la musique avec des paroles que vous comprenez, ça, c'est pas possible. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau, il va décrocher, à un moment donné, il va se mettre à écouter les paroles, et puis il va vagabonder. En revanche, en fait, c'est ce qui a été prouvé par les études, c'est le rythme de la musique qui est important. C'est-à-dire que si vous êtes sur une musique qui est rythmée, en fait, au bout d'un moment, votre cerveau peut se cadencer sur le rythme de la musique. Et personnellement, moi, j'ai fait toutes mes révisions, par exemple, de concours, sur le même morceau de musique. Et c'était de Il est devenu fou à la fin. Et oui, mais non, mais vraiment, et ça marche très bien. Et en fait, votre cerveau se cadence et vous vous mettez en fait à avancer et vous vous laissez porter, et ça marche très très bien. Ça aussi, je voulais y réagir, Alexandra. Bah oui, moi je suis tout à fait d'accord. Et moi je dis toujours, si tu as besoin de travailler en musique, fais-toi ta playlist de travail. Et c'est exactement tout à fait. Ça. Avec des musiques qui vont te permettre de te concentrer. Ouais. Et ton cerveau presque va être conditionné et va se mettre à se concentrer quand il va entendre cette playlist. C'est très vrai. En fait, le fait d'avoir une playlist déjà construite, ça permet de rentrer dans la concentration. Ouais. Point en revanche important, ça ne marche pas pour toutes les matières. C'est-à-dire que ce qu'on a pu remarquer aussi, en général, la révision avec de la musique, ça fonctionne mieux sur des matières où on est déjà à l'aise. Quand vous êtes sur une matière un peu en difficulté, là, vous avez besoin en fait de vous battre globalement et vous pouvez moins vous laisser porter par la musique, par exemple. Donc là, en fait, il faut mieux travailler dans le silence. Et de toute façon, il faut aussi quand même être capable, et c'est important de travailler dans le silence parce que les épreuves, elles se font dans le silence, donc essentiel. Et évidemment, pas dans le silence avec un casque sur les oreilles, mais dans le silence avec des boules qui est. Voilà. Les boules qui est, ça sauve des vies tous les ans. Moi, je veux dire, on le répète sur les Sherpas. Exemple typique, pendant justement mes examens, moi j'ai eu une fanfare qui est passée dans la rue. Et il y avait les gens, mais vraiment un truc à faire. Et il y avait aussi marteau-piqueur, la classique. Enfin bon, bref. Et donc, le fait d'avoir des boules qui est, en fait, ça permet de conserver sa concentration, de ne pas se laisser déconcentrer, et puis on avance et on performe pendant l'épreuve. Alors sur le sujet de la concentration aussi, il y a un autre sujet similaire et qui fait débat. Là aussi, au sein des familles, on en parle régulièrement ici aussi, c'est les écrans. Ouais. Alliés ou ennemis des révisions? Je pense que, en fait, c'est un juste dosage. Il faut vraiment être super pragmatique. Aujourd'hui, tous les élèves utilisent les écrans et se poser en tant que parent dans une posture où on va être anti-écran, je pense que c'est difficile et en fait, il faut mieux plutôt essayer d'adopter une attitude qui est mesurée et qui est réfléchie. C'est comme tout, en fait, c'est des outils. Et essayer de présenter ça à son enfant et lui faire comprendre en fait que ça peut être super bien. Dans certains cas, on peut s'appuyer sur même juste simplement Internet. On a plein d'informations sous la main et ça permet aussi, pourquoi pas, d'apprendre de nouvelles choses rapidement. C'est didactique, c'est intuitif, donc génial. Mais en même temps, effectivement, comme je le disais juste avant, devant ta copie, tu seras papier, stylo, et ça, a priori, c'est pas prêt de changer. Et donc, il faut être capable de trouver le juste milieu et de trouver cet équilibre qui est propre à chacun. Les petits rituels, les routines qui font la différence, justement, pour apprendre, bien apprendre et surtout bien réviser à la veille, presque, des épreuves du baccalauréat, justement. C'est grâce à vous. Merci beaucoup, Étienne Porges, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On rappelle, bien sûr, que vous êtes cofondateur des Sherpas et on rementionne à nouveau ce livre, De 0 à 20, les 120 techniques des étudiants qui réussissent. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, Alexandra, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Toujours un plaisir. Nous, on se retrouve dès demain, toujours à 12h30, toujours sur School TV. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, à demain.